Donc moi, je suis Cécile Bussière, je suis la nouvelle coordinatrice du club. Voilà, je vais remplacer Séraphin qui nous quitte dans quelques jours, demain en fait. Et donc le club réunit les acteurs du réemploi normand depuis 2019, d'abord de manière informelle, et puis de manière plus structurée depuis un an à peu près, et puis avec une coordination voilà, depuis le printemps avec Séraphin. Eh bien, merci d'être présente et présent sur ce deuxième rendez-vous flash du réemploi organisé par le Club Réemploi Bâtiment Normandie. Donc, l'idée de ces rendez-vous, c'est d'avoir un temps d'échange sur un début de journée. La fois précédente, on avait échangé sur un chantier de démolition du département du Calvados. Cette fois-ci, donc c'est Frédéric Denis qui va nous faire une présentation sur les enjeux bioclimatiques qui peuvent être traités via du réemploi. Sans plus attendre, je te laisse la parole. Je suis Frédéric Denise, architecte. Je vais vous parler de réemploi, particulièrement de réusage, c'est-à-dire le changement d'usage des matériaux et encore plus particulièrement ce qu'on peut en faire pour une application bioclimatique. D'abord, je me présente. Ça fait pas mal de temps que je pratique le réemploi maintenant, à un niveau assez. J'essaye d'en faire le plus possible. J'y crois beaucoup. Pour moi, c'est quand même la solution pour décarboner et pour aussi moins prélever, moins extraire et moins produire de déchets. Et en plus, ça amène à un exercice assez créatif et on va dire, change la pratique de façon, je dirais, assez réjouissante. Donc voilà une vue de mes chantiers ou réalisations récentes. La ferme des possibles, en haut à gauche, une résidence étudiante à Saint-Cloud, les recycleries du Havre, le bâtiment noir que vous voyez ici, avec des palettes brûlées, la maison de la réserve écologique à Épinay-sur-Seine qu'on a livré juste avant l'été, qui est un bâtiment je vous le représenterai tout à l'heure, qui utilise beaucoup de dispositifs bioclimatiques avec des fenêtres de réemploi. Une petite ferme urbaine à Saint-Denis qui est composée de conteneurs. On a mis beaucoup de conteneurs au hangar zéro, j'ai pris une habitude avec ça. Mais là, c'est des conteneurs isolés en paille et revêtus d'enduit terre avec la terre du terrain. Un petit bâtiment de surélévation, un EMP, c'est-à-dire un établissement médico-psychologique pour des enfants autistes. C'est une école pour enfants autistes. Il fallait pas créer trop de nuisances, donc on a fait un bâtiment pont en acier de réemploi. Donc là, c'est du réemploi vraiment de structure. À droite, une petite expérience, donc finalement qui n'a pas abouti de façade clôture avec des glissières d'autoroute tressées, tissées plutôt. En bas à gauche, la maison de la réserve, alors non, pardon, la ferme des possibles, je confonds souvent les deux, la ferme des possibles numéro 2, voilà, qui est en cours d'étude. On a déposé le permis de construire. Je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. La surélévation du phare au milieu et à droite, un petit bâtiment à Octeville-sur-Mer, une base vie pour cette association d'insertion qui est réalisée en modulaire, pareil, isolé en bottes de paille. Je rentre dans le vif du sujet. Donc, je vous parle du Hangar Zéro, qui est un laboratoire de la bascule écologique au Havre, qui est issu de Alternativa Le Havre, qui est réalisé à 70% avec des matériaux de réemploi, dont des conteneurs. Vous voyez également une serre qui a été réalisée avec des fenêtres de réemploi issues de l'école d'architecture de Rouen. Donc un lieu qui est construit en autoconstruction participative. Donc on n'est pas assuré en dommages ouvrages les entreprises n'interviennent pas. Donc on fait tout nous-mêmes. Donc pour moi c'est vraiment, pour moi je suis pas le seul architecte du lieu, c'est un laboratoire d'expérimentation. Donc on expérimente plein de trucs. Et là, je rentre dans le vif du sujet du réusage. Le réusage, c'est-à-dire que c'est un réemploi qui change l'usage des matériaux pour leur offrir on va dire, davantage de débouchés et élargir leur horizon d'emploi. Ici, toutes les cloisons du hangar zéro sont réalisées avec des ossatures bois qui sont prélevées sur le port du Havre. C'est du bois de logistique, c'est même pas du bois classé bâtiment, mais il répond tout à fait aux besoins qu'on en a pour faire des cloisons à ossature qui sont remplies de dalles de faux plafond
les dalles de faux plafond, vous savez, en laine de roche ou enfin, en laine minérale compressée, qui sont en isolation acoustique. Nous, on l'utilise en isolation thermique entre des locaux chauffés et des locaux non chauffés, donc qui viennent en remplissage entre ces ossatures bois, revêtues ensuite d'une trame qui est pareil, c'est du réemploi, c'est des sacs de café, puisque Le Havre est un grand importateur de café vert. Donc, on a matière, on l'utilise, on trempe ces sacs, on les coupe, on les trempe dans de la barbotine, donc de la terre issue de mes chantiers havrais ou ailleurs. Donc, la barbotine, c'est de la boue, hein. En gros, c'est de la terre et de l'eau euh, qu'on délaye. On trempe les sacs de café, on les maroufle sur le support. Ça colle très très bien. On attend que ça sèche et après on épaissit avec un enduitaire de façon à obtenir de la rigidité, une protection au feu et également un confort hygrothermique lié à la terre crue. Donc ça, on a gagné un prix, on a gagné un appel à manifestation d'intérêt low-tech. Donc, on a un prix low-tech qui nous permet en fait de faire de financer les tests de laboratoire pour prouver que cette cloison répond euh, au minimum à ce que serait une cloison de placo de la même épaisseur en termes d'isolation acoustique, en termes de protection au feu, en barrière coupe-feu, en termes d'isolation acoustique et également de transfert de la vapeur d'eau. Donc c'est en cours et on a d'autres également usages de dalles de faux plafond qu'on utilise en hangar zéro comme sous-couche de planchers flottants. On est amené à faire des planchers assez fins parce qu'on ne doit pas dépasser 8 mètres, hein. C'est une des conditions dans un ERP ou même en code du travail. Éviter de dépasser les 8 mètres de hauteur pour le dernier plancher quand on peut parce que ça allège vraiment beaucoup les réglementations incendie, notamment la tenue de la structure, c'est-à-dire la stabilité au feu, qui là n'est pas requise. Mais en contrepartie, on doit avoir des planchers assez minces, donc on en fait des planchers multicouches avec des dalles de faux plafond et avec des dalles des panneaux de bois agglomérés. Voilà, donc c'est quelque chose également qu'on a testé, inventé. La petite façade bon, ça, malheureusement, ça s'est pas fait, mais ça se fera peut-être avec un prototype en bas à droite, hein. Ça se cintre très bien, les glissières d'autoroute, de façon à pouvoir les tisser et en faire une façade clôture très solide. On est un peu fanat du tissage parce que c'est une façon d'assembler les matériaux sans fixation, sans aucune fixation, et ça tient très très bien. Là, c'est une expérience à partir de lames de volet roulant. Les lames de volet roulant, notamment en aluminium, qui sont injectées de mousse polyuréthane, c'est un déchet malheureusement qui n'est pas valorisable, qui n'est pas recyclable. On ne peut pas séparer économiquement les lames d'aluminium de la mousse polyuréthane qui est à l'intérieur. Donc c'est un déchet qui va finir enterré. Donc c'est une raison de plus pour lui trouver un nouvel usage. Et là, c'est une expérience de tissage pour faire du bardage. Vous voyez à droite un élément dans un cadre métallique qui était destiné à faire des essais en soufflerie pour pouvoir montrer que c'est un bardage qui tient dans le temps. Voilà, et ça a été appliqué notamment on pourra le mettre en œuvre sur la ferme des possibles 2 que je vous ai présenté tout à l'heure, qui a également une autre innovation, c'est au niveau de la couverture qui sera réalisée en tuiles réalisées avec des pales d'éoliennes découpées. Les pales d'éoliennes, c'est un petit peu comme les lames de volet roulant. Une fois déposé, c'est généralement enterré sur site parce que c'est très très grand, ça peut faire 50 mètres, voire plus de long. C'est intransportable. Donc la seule façon, c'est de l'enterrer sur place. Ou alors, s'il faut les recycler, il faut les couper en morceaux. Et en fait, c'est pas recyclable parce que c'est un assemblage de plein de matériaux, de résine, de mat de verre ou de carbone avec du balsa. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses dedans. On peut rien en faire. Par contre, on peut les découper en tuiles et faire des couvertures. Alors vous allez me dire, mais au niveau des DTU, comment ça marche? En fait, il faut pas dire que c'est une couverture, il faut dire que c'est une ombrière. En tout cas, c'est ce qu'on a dit au bureau de contrôle. Il est tout à fait complice dans l'histoire. Au client, on a dit que ça sera étanche, mais on ne le garantit pas. C'est pas très grave puisque c'est pour venir couvrir une halle qui peut, après tout, accepter que ça soit pas tout à fait étanche, mais en réalité, ça le sera. Mais en tout cas, au niveau des tests de laboratoire, on est soumis
qu'aux efforts dus au vent. Donc, c'est juste un test, comme les lames de volet roulant, de résistance au vent. Donc, c'est un test qui n'est pas très cher et qui pourra permettre de mettre en application cette couverture que vous voyez là en, en tuile de pale d'éolienne. Donc, là, c'est juste un petit peu d'humour pour dire que le réusage, c'est aussi le jouer avec les mots de façon à éviter de façon à détendre le cadre réglementaire et de s'extraire en fait de certaines normes, notamment au niveau de la couverture. Bah, ce n'est pas une couverture, c'est une ombrière. En haut à gauche, un luminaire qu'on avait réalisé avec des fenêtres, notamment les tympans vitrés qui étaient anciens, qui avaient plus de 3 siècles. Donc c'était vraiment quelque chose d'historique. On ne pouvait pas se résoudre de le mettre à la benne et pourtant il fallait les déposer pour faire la rénovation thermique. On a fait un luminaire. Un luminaire, ça passe pas. Le haut de contrôle va demander le certificat CE, etc. Donc, c'est pas un luminaire, c'est un cache luminaire. Derrière, on a un luminaire et on vient mettre. Lui, alors, pour le bureau de contrôle, c'est hors mission, ça devient de la déco. Exactement la même chose que pour les recycleries du Havre qui sont réalisées avec des palettes brûlées. Pour les palettes brûlées, c'est pas du bois classé, on n'est pas classe 3, donc on peut pas réaliser un bardage. Donc, c'est pas un bardage. Là, on appelle ça une surfaçade. Ça ne participe pas au clos couvert, c'est uniquement pour, on va dire, faire un signal à l'entrée des recycleries en montrant toutes les ressources qu'on peut trouver dans les bennes des centres, dans des déchetteries, aussi bien du bardage, aussi bien des palettes que des hublots de machines à laver qui sont mis ici un petit peu en scène. Et pour le bureau de contrôle, c'est quelque chose qui est hors mission. Il faudra juste veiller à ce que ce soit facilement remplaçable, que en fin de vie ou alors si une palette est abîmée ou alors se désagrège trop vite, bon, bah, elle est facile à remplacer. C'est en simple rez-de-chaussée, c'est juste boulonné et il suffit de remettre la palette et lui redonner un coup de chalumeau pour la faire ressembler à ses voisines. Euh, J'en viens au sujet tout particulier de tout ce qu'on peut faire avec des fenêtres. Alors, des fenêtres déposées qui sont plus conformes à la réglementation thermique et qu'on va réutiliser pour faire des façades vitrées, le plus souvent en châssis fixe. Et ça permet de réaliser plein de dispositifs bioclimatiques comme des espaces tampons, des doubles façades, des murs trombes et plus récemment, sur la maison de la réserve écologique, des cheminées solaires. Tout ça, c'est des dispositifs bioclimatiques qu'on n'aurait pas fait avec des menuiseries neuves parce que ça aurait coûté beaucoup trop cher. Et ça, c'est vraiment on va dire une valorisation mutuelle entre les menuiseries extérieures de réemploi qui sont déposées. Il y en a une très très grande quantité. La plupart partent au recyclage. Hein. Le bois est brûlé, le plastique est recyclé ou l'alu est recyclé et le verre, lui, il est cassé pour refaire du verre. Voilà, mais c'est quand même mieux de pouvoir le réemployer, surtout si ça peut apporter davantage de confort dans un bâtiment et un service bioclimatique. Là, au passage, la maison de la réserve écologique, donc c'est un bâtiment avec un taux de réemploi de 24% et également de la terre crue et du bois, de la paille, à tel point que c'est 75% des matériaux mis en œuvre dans ce bâtiment qui ne sont pas industriels ou qui sont 75% de matériaux locaux, géosourcés ou de réemploi. Et c'est un bâtiment zéro béton. Voilà. Le but, c'était de montrer que c'était possible et que c'était reproductible. La ferme des possibles, qui est également un bâtiment qui utilise toutes ses façades, sont revêtues de fenêtres de réemploi en simple vitrage. Ça permet en fait d'avoir des espaces tampons derrière. On a les mêmes fenêtres sur la serre du hangar zéro et également sur les cheminées solaires et la serre bioclimatique de la maison de la réserve écologique. Donc souvent on fait des doubles façades de façon à additionner en fait la résistance thermique des menuiseries. On a ici en extérieur des menuiseries double vitrage qui datent des années 2000, 2005, 2010, et puis à l'intérieur des simples vitrages. Le but c'est d'avoir un espace tampon qui n'est pas chauffé, mais qui fait comme le principe du thermos avec une double paroi qui permet de mettre à l'abri l'espace tampon du vent et de la pluie. Et c'est un espace dans lequel, quand il est bien orienté, on va pouvoir puiser de l'air rentrant pour la ventilation, de façon à le préchauffer.
Donc ça, c'est sur la maison de la réserve écologique. Et à droite, c'est sur la ferme des possibles, c'est des espaces de distribution en fait des cuisines et des laboratoires culinaires qui sont situés au rez-de-chaussée de la ferme, qui sont réfrigérés. Et en fait, le couloir qui distribue, c'est un couloir propre et un couloir sale de chaque côté. C'est un couloir qui est nettoyé tous les jours à grande eau avec des siphons de sol. Donc, on ne va pas demander aux façades d'être nécessairement étanches à la pluie, étanches à l'air. Elles le sont, mais on n'a pas besoin de le prouver, puisque c'est pas dans le, on va dire la, c'est pas un requis en fait dans la réalisation de l'ouvrage, ce qui permet en fait beaucoup plus de liberté. Et ces espaces tampons, qui sont également au niveau des circulations verticales, permettent d'avoir des espaces voilà, qui sont lumineux, où on peut mettre en œuvre des parois en terre crue, puisqu'elles sont totalement abritées. Les murs trombes, c'est un peu le même principe sauf que la double façade, elle, est réduite au minimum, hein, une lame d'air de 10 à 20 cm, bien orientée, côté sud ou sud-ouest, sud-est, ça permet d'avoir une lame d'air qui chauffe assez vite et qui peut contribuer au chauffage à l'intérieur des locaux en hiver et en demi-saison. Et l'été, ça va être protégé par des protections solaires intégrales, hein. C'est un, un volet roulant ou un volet textile, un store qui est extérieur et qui permet de mettre totalement à l'ombre la façade pendant la journée. Par contre, pendant la nuit, on va ouvrir les ventilations hautes et basses extérieures et ça va permettre de rafraîchir le mur en briques BTC, qui sont là des briques BTC pour la ferme des possibles à droite, des briques BTC de réemploi, et à gauche, sur la maison de la réserve écologique, c'est issu de cycle de terre, la fabrique avec les terres du Grand Paris. Donc voilà la maison de la réserve écologique où on voit là les 5 cheminées solaires qui sont réalisées donc avec les menuiseries extérieures simple vitrage avec un tube peint en noir à l'intérieur qui peut être un tube de ventilation de réemploi qu'on peint en noir et qui permet en fait de monter en température, d'accélérer le flux du tirage de la cheminée. Et c'est tellement puissant, en fait, que ça permet d'alimenter un double flux naturel. Et là, le double flux naturel, en fait, on va prendre l'air, on va d'abord aspirer l'air par effet Venturi depuis les cheminées solaires. Cet air est extrait, il passe par un échangeur qui va permettre de préchauffer l'air rentrant. Et l'air rentrant, il est prélevé pas directement à l'extérieur, mais il est prélevé dans l'espace tampon. Donc, en fait, on maximise à chaque étape en fait, les apports thermiques et ça permet, sans moteur, d'obtenir un double flux. Voilà, voilà, voilà. Tout ce qu'on peut faire avec des menuiseries de remploi assez simplement, sans on va dire, prouver de choses compliquées. On n'est pas besoin, on n'a pas besoin des caractéristiques AEV hein, qu'on demande à des fenêtres neuves, puisque là, c'est utilisé pour un autre objectif qui est de capter l'énergie solaire. Et voilà. Merci de votre Merci, attention. Frédéric. Merci. Je crois qu'on avait une question dans le chat. Si on a le temps de répondre à la question de Oui, Nicole sur les distributions des fluides dans les cloisons en dalle, est-ce que c'est apparent ou en goulotte? Alors on a passé dans les dalles de faux plafond, vous avez vu, on en met 2 couches qui font, suivant les dalles, entre 15 et 20 millimètres. On a 2 couches, donc ça fait quand même une partie isolante qui permet justement d'avoir par-dessus un plancher flottant. Par contre, c'est suffisamment épais pour qu'on puisse y mettre des saignées, faire des saignées pour passer des fourreaux, pour passer l'électricité, éventuellement du chauffage. Ça permet justement ça. merci. Est-ce qu'il y a d'autres introduire le prochain rendez-vous le 15 janvier avec Valobat, effectivement. Euh, tac. Question malgré tout sur un contrôle technique, ok, pour ne pas avoir besoin des AEV, mais vous a-t-il été demandé de prouver la solidité, pérennité des assemblages de ces façades fenêtres? Oui, c'est la seule chose qu'on nous a demandé. Donc là, en fait, soit c'est un calcul, le calcul de effort au vent, donc le dimensionnement de l'ossature. Ça, c'est assez simple. Au pire, on peut nous demander un essai de laboratoire
mais ça m'a jamais été demandé, hein, aussi bien sur la ferme des possibles ou sur la maison de la réserve écologique ou même la serre du hangar zéro. C'est simplement le dimensionnement des ossatures. Il y a pas d'autre chose à demander. C'est juste une résistance au vent très fort. Moi, j'ai peut-être une question sur l'approvisionnement. T'as quand même un enjeu d'avoir un rendu esthétique, harmonisé, tout ça. Donc, du coup, quel est le retravail potentiel que tu fais? Est-ce que t'as pas besoin de retravailler parce que tu avais un gisement homogène qui t'assure la qualité esthétique à la fin? Ou est-ce que malgré tout, Alors, il y a deux questions. Alors, Ouais. pour la partie esthétique, bah, en fait, ça dépend à quel moment on obtient les menuiseries extérieures, si c'est en cours d'étude ou en début de chantier, ou juste avant le chantier. Là, en l'occurrence, c'était une ressource, la ressource des menuiseries qui viennent de l'école d'archi de Rouen qu'on a utilisée sur les trois sites, en fait. Ça fait longtemps qu'on les avait, donc je savais que je pouvais compter dessus. Par contre, il y a d'autres fenêtres, les doubles vitrages. À la maison de la réserve écologique, ben, on les a eus peu avant le début du chantier. C'est des ressources qu'on trouve très facilement quand même, les menuiseries emploi. Mais par contre, tu as raison, c'est au niveau de l'esthétique, il faut trouver quand même ce qui va permettre de faire un calpinage intéressant. Pour le retravail dessus, généralement, alors, j'utilise que les ouvrants, donc ce qui permet d'être assez économique parce que c'est une dépose très simple, hein, il suffit de dégonder, donc en fait, il n'y a pas de surcoût. On dégonde comme on aurait dégondé au moment de la dépose, donc il n'y a pas de surcoût. Donc la fenêtre, généralement, on l'a gratuitement. Il suffit d'aller chercher au pied du chantier au moment de la dépose. Et le travail qu'on fait généralement, c'est de les recouper au niveau des jets d'eau, au niveau des gonds. Voilà, c'est le seul retravail qu'on a pour ensuite les mettre dans une ossature qui dispose de sa propre feuillure de façon à assurer une étanchéité au vent avec avec un joint souple. Donc c'est assez light. Est-ce que je comprends bien que les cheminées solaires sont bien hors du volume considéré chauffé, Ouais. à laquelle s'appliquent les exigences réglementaires de performance thermique des éléments? Et quelle est alors la paroi limite de ce volume et de quoi est-elle constituée? Bah, la paroi limite entre la cheminée solaire et l'intérieur, quand c'est un intérieur chauffé, parce que là, la plupart des cheminées solaires donnaient sur un espace non chauffé, là, une serre bioclimatique, mais il y en a deux qui donnaient, une sur une salle de classe et l'autre sur des bureaux. Et là, bah, on a mis en fait un- une paroi avec une isolation en laine de roche, en laine de bois, pardon, le gros mot. C'est un bâtiment qui est isolé en botte de paille, mais là, on avait besoin de moins d'épaisseur. Donc, c'est un panneau en laine de bois. Ça pourrait marcher avec de la... Ah bah oui, oui, hydrogène. oui, 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 oui. Euh, L'avantage du bois, c'est que c'est plus facile à travailler, quoi. Le PVC, c'est pour recouper les jets d'eau, etc. C'est vraiment, Ouais. c'est un peu compliqué. PVC, à ce moment-là, si on utilise le PVC, vaut mieux l'utiliser avec son dormant. Donc, du coup, il y a un davantage d'opérations de dépose, parce qu'il faut déposer l'isolant. Enfin, généralement, c'est en isolation par intérieur. On dépose le placo, on dépose les équerres pour pouvoir réutiliser la fenêtre totale avec son bâti, quoi, avec son dormant. Euh, et sinon, les ouvrants, oui, sont un peu compliqués. Le bois, vraiment, l'avantage du bois, c'est que c'est facile à retravailler. Dans le cas des murs trombes, on a inversé les ouvrants, c'est-à-dire il faut quand même pouvoir entretenir la lame d'air. Donc en fait, les ouvrants sont à l'envers. Donc on a dû changer les jets d'eau. Donc on réalisait des nouveaux jets d'eau, des nouvelles pièces pour l'étanchéité à l'eau. Et du coup, c'est possible qu'en bois en réalité, parce qu'en PVC ou même en alu, bah, ça devient compliqué de rajouter des pièces ou d'en enlever, quoi. Euh, Peut-être intéressant et tes maîtres d'œuvre. Sinon, ce réemploi était-il une demande explicite du maître d'ouvrage avant le projet? Alors non, la demande c'était un bâtiment bah, voilà, bas carbone, comme c'est à la
Ça concerne la réserve écologique. C'est à l'entrée d'un parc où on laisse tout pousser, enfin qui est totalement un peu expérimental, où la nature reprend ses droits. Et l'idée, c'était d'avoir l'empreinte écologique vraiment minimale. Donc ça, c'est permis bien sûr par les matériaux bio et géosourcés. Et j'ai amené en plus mes compétences en matériaux de réemploi justement pour en plus avoir une sobriété au niveau des consommations en apportant tous ces dispositifs bioclimatiques de murs trompe, de serre tampons, de cheminées solaires, etc. pour compléter, on va dire, la palette des matériaux bio-sourcés avec des matériaux de réemploi. Et économiquement, c'est arbitrage sur cet enjeu-là. Alors, c'est pas un Il n'y a pas exemple. La vraiment de maison de la réserve comparaison. Ouais. écologique, il est vraiment très cher. Il est à peu près aussi cher que les bâtiments que fait Rony Sous-Bois, vous savez, la maîtrise d'œuvre interne, et qui fait des expérimentations aussi avec des tours avant, avec de la paille porteuse. On est à peu près à ce niveau-là. Ça dépasse largement les 30 000 euros le mètre carré. C'est pas vraiment reproductible, mais c'est vraiment un bâtiment Oui. expérimental, un bâtiment voilà, qui essaye d'aller très loin. Tous les curseurs sont poussés à Ouais. fond. Enfin, par contre, la ferme des possibles, c'est un bâtiment qui était presque low cost, hein. On est à 1200 euros le mètre carré si on compte pas la thermofrigopompe et les équipements de cuisine qui sont bien sûr très très chers. Mais le bâtiment dans son ensemble, avec les bureaux, salles de réunion, sanitaires, enfin vraiment tout, Oui. on est à 1200 euros le mètre carré, alors que c'est bois, terre, paille, réemploi, quoi. Ah. Donc quand on dit le réemploi c'est cher, c'est pas Oui. cher, on ne sait pas, ça n'a pas de sens cette question-là. Ça dépend ce qu'on fait, avec qui, pourquoi et comment. Et en l'occurrence, là, il n'y a pas vraiment de comparaison. C'est le réemploi qui déclenche le projet. C'est ça. Et donc, on peut pas vraiment Non, imaginer en neuf combien ça aurait coûté, parce qu'en neuf, on l'aurait pas fait. non, c'est ça, exactement ça. Euh, pour les caissons maritimes isolés en bottes de paille, quelle technique utilisez-vous? Ossature, CST, etc. Quelle ossature? Ouais, quelle technique? Enfin, sur Alors, ouais, sur alors, c'est pas dans les l'isolation. règles ProPaille, hein. De toute façon, l'isolation extérieure d'un d'un conteneur maritime, c'est un petit peu expérimental. J'ai utilisé deux techniques. Il y a sur territoire, la petite ferme urbaine à Saint-Denis, là, avec les conteneurs, là, c'est de l'ossature bois, tout simplement. Pour une partie, et pour l'autre partie, c'est des bretelles. La même technique que à Paris, sur le R+8, où ce qui a été isolé en paille par Paris Habitat, avec Volcker, l'architecte. Et puis sinon, l'autre technique, c'est un empilage maçonné, enfin maçonné, les briques posées comme les bottes de paille posées comme des grilles, comme des briques, et stabilisées en horizontal et verticalement avec des fers à béton qui viennent comme des brochettes. euh, et ensuite, ces fers à béton sont amarrés à la paroi métallique du conteneur. Il faut veiller surtout à ce qu'il n'y ait pas de trou dans le conteneur parce que sinon il peut y avoir des fuites de vapeur d'eau. Il faut vraiment que les conteneurs soient par vapeur intégrale dans ce cas-là. Sinon, s'il y a le moins de petits trous, ça va s'échapper et là on risque d'avoir de la condensation dans la panne. Et si notre conteneur est bien étanche à l'air, il n'y a pas de raison, hein. Sauf au moment où on perce justement pour amarrer les fers à béton qui viennent embrocher les bottes de paille, bah, il faut bien calfeutrer autour avec un joint silicone ou acrylique pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de fuite d'air à cet endroit-là. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une toute dernière question? Sinon, on va s'arrêter là. Euh, on voit pas. Donc, je vous remercie beaucoup. Enfin, merci Frédéric pour cette présentation, cet échange. On va publier le replay avec un petit peu de montage pour vous épargner toutes les difficultés techniques. Merci. Bonne fête et rendez-vous sur les prochains rendez-vous en présentiel ou rendez-vous flash. Donc, le deuxième jeudi de chaque mois. Avec à chaque fois une thématique différente. Donc le prochain, le 15 janvier. Merci beaucoup. Bonne fête à toutes et tous. Merci. Au revoir. À bientôt.